Nous allons passer à au troisième chapitre de l'histoire de ce lieu qui est vraiment pas comme les autres. Alors, je déclare mon intérêt. C'est la partie qui me concerne directement, parce que quand mes parents sont arrivés à Paris en 47-48, ils ont atterri rue Guy Patin. Mon père était un journaliste yiddish et comme beaucoup d'intellectuels yiddishisants, parlant yiddish, arrivant d'Europe de l'Est, de Pologne, de Russie, de ces coins-là, il est arrivé rue Guy Patin où ils ont passé quelques mois et où ils ont... Et c'est une période enfin, tous les gens qui ont vécu rue Guy Patin, je ne parle pas évidemment des enfants de l'époque de la guerre, mais tous ceux qui sont passés soit pendant la période yiddish, soit après dans le foyer étudiant, disent tous que ce sont des années qui les ont marqués. Donc voilà, c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai toujours connu la rue Guy Patin. J'ai toujours su qu'il y avait eu un foyer juif. Un foyer, oui, qu'il y avait eu un lieu juif rue Guy Patin. Alors, avant de présenter les participants à cette table ronde, je voulais remercier d'abord l'ECUJ et l'Institut Elie Wiesel qui ont rendu ce colloque possible. Je voulais remercier Gadi Bgui, leur directeur, et puis Yves Rouas, le président. Je voulais remercier les équipes. Je voulais remercier en particulier Jérémy Seban, qui est derrière aux manettes, qui fait qu'on puisse entendre et voir ici et sur Zoom. Je voulais remercier tous les participants à ce colloque pour être venus, pour venir partager leurs connaissances ou leurs témoignages. Et je voulais aussi citer incidemment l'historienne Emmanuelle Pollack, que certains d'entre vous connaissent, parce qu'aujourd'hui, elle est experte, vraiment renommée dans le monde entier, dans la recherche d'œuvres d'art qui ont été spoliées pendant la guerre. Mais avant, dans sa première vie de jeune historienne, elle était archiviste au CASIP Cojassor, ce que maintenant est Chloé. Et elle a écrit un article qui racontait rapidement les différents chapitres de la vie de cet immeuble. C'est ce qui a attiré mon attention, d'autant plus que dans cet article, elle ne mentionne pas du tout la partie yiddish. Et on va comprendre assez vite pourquoi. Alors donc, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Constance Paris de Bollardière, qui est docteur en histoire de l'EHESS et directrice adjointe du George and Irina Schaeffer Center for the Study of Genocide, Human Rights and Conflict Prevention à l'Université américaine de Paris. Ses recherches portent sur les rescapés de la Shoah, en particulier sur leur reconstruction sociale et culturelle en France. Et Constance et Malena travaillent beaucoup ensemble. Donc Malena Chinsky, qui est docteur en sciences sociales de l'Université nationale de General Sarmiento et l'IDES de Buenos Aires. Elle a été chercheuse récemment postdoctorante de l'EHESS et de la Fondation de la mémoire de la Shoah. Elle est enseignante de langue et de culture yiddish. À côté, Yitzhak Niborski, merci d'être venu. Je suis vraiment très touchée que vous ayez pris le temps. Il est titulaire d'un doctorat de littérature yiddish sur l'œuvre du poète Aaron Zeitlin. Il est certainement l'un des meilleurs connaisseurs de la langue et de la littérature yiddish. Il est maître de conférences de yiddish à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et j'ajoute, c'est l'un des piliers de la Maison de la culture yiddish à Paris et l'un des grands passeurs de la culture yiddish pour nous. Et puis, tout au fond, Maria Boulker, je la représente pour ceux qui ne la connaissent pas, enfin qui viennent d'arriver, diplômée de Sciences Po Paris et de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est urbaniste de formation. Elle travaille aujourd'hui à la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est donc elle qui déroule le fil rouge de ce colloque, l'histoire de cet immeuble hors norme. Comme je le disais, je me répète. Avant de commencer, avant de passer la parole aux participants, je vais vous faire écouter, je vais vous faire regarder un entretien qui a été enregistré la semaine dernière avec Rachel Hertel. Rachel Hertel, qui est, si j'ose dire, l'autre grande passeuse du yiddish en France, qui
qui a été longtemps professeure, je crois que j'ai oublié, non voilà, auteure et traductrice, professeure émérite de l'Université de Paris. Elle a consacré sa vie à la transmission de la littérature et de la poésie yiddish. Elle a reçu le prix 2020 de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Et ce qui n'est pas accessoire dans cette histoire, quand elle est arrivée à Paris à l'âge de 9 ans, elle est arrivée avec sa mère, son père et son frère, rue Guy Patin, où elle a passé 4 ans, je crois. Donc elle dit elle-même qu'elle n'a aucun souvenir avant son arrivée à Paris, mais à partir du moment où elle a mis les pieds rue Guy Patin, elle se souvient de tout. Alors, malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, elle est un peu souffrante, donc j'ai été la voir et je lui ai montré des photos que j'ai retrouvées dans l'album de photos familiales, des photos de la rue Guy Patin prises en 1948. On a regardé ensemble, elle m'a aidé à identifier, c'est des photos de groupe, elle m'a aidé à identifier qui était qui sur ces photos. Jérémy, quand tu veux. Donc ça, c'est Itzik Manger. Oui. Grand poète, donc qui était là de passage. Oui. Ensuite, donc, ça c'est Cantor, qui est le mari de Raison Gerlinski. Là, c'est Rochman, à côté de mon père, là. À côté de ton père, c'est Rochman. Et les femmes derrière, t'as vu Oui, comme à chaque fois. Absolument. Pourquoi serait-elle devant Gladstein. Oui, c'est ma mère, à côté de mon père. Marrant. Il était jeune. Ah oui, ça. C'est de ça qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes. Je voudrais te poser quelques questions. Oui. Donc ça, tu penses que cette photo, elle a été prise à la rue du Patin, tu penses? Ça, c'est sûr. C'était prise. Donc tu disais quand Manger était venu les voir, c'est ça? Quand Gladstein est venu les voir, parce que Manger, il venait souvent. Donc, et Gladstein, il venait des États-Unis, c'est ça? Il venait de New York. Il y avait un salon. Oui. Où vous aviez accès, donc vous serviez. Bien sûr, c'est là que se donnaient les récitals. Quand il y avait un récital, c'est là que... Ou une lecture. Ou une lecture, ou un essai, enfin, qu'on lisait, ou des poèmes. C'est là que Moretzka chantait, c'est là que Judith Terkel, qui ne figure pas là, qui avait 16 ans à l'époque, qui était chanteuse, qui chantait et qui est devenue une star de l'opéra de Buenos Aires. La plupart des gens sont partis en Argentine ou en Israël. Ou aux États-Unis. Ou aux États-Unis, mais il y en a peu, parce que les quotas étaient assez sévères encore. On faisait dans la grande salle des expositions. Et qu'est-ce qui était le plus important? C'était le côté créatif, artistique, ou c'était le fait d'être en commun avec des gens qui avaient eu la même expérience? Je pense que c'était les deux. D'une part, c'était des artistes, soit écrivains, soit artistes plastiques, soit intellectuels comme Borwitsch ou d'autres, ou Wolff, qui était historien. Et ce qui nous unissait, c'est si fort, c'était effectivement qu'on avait survécu à la guerre et qu'on se retrouvait entre personnes de même sensibilité, de même formation, des mêmes intérêts. C'était une véritable communauté, toutes les conférences, tout était en yiddish. Toutes les lectures étaient en yiddish, les Moretzka chantaient en yiddish, Judith Terkel chantait en yiddish, enfin, il y avait des gens qui lisaient leurs poèmes, mais tout se faisait en yiddish et la communication était en yiddish, bien sûr. Nous, on était 5 dans une pièce, tu vois, donc dès qu'on a pu, on est allé
ailleurs. Ça a été le cas de tout le monde, quasiment, parce qu'on avait une pièce par famille. Ou quand une personne était seule, évidemment, elle avait une pièce, mais donc c'était pas vivable pour certains. Ce dont je me souviens, c'est qu'on allait souvent manger à l'Arpetterring 110 rue du Temple, non? Comment? Du Temple, non? Oui, 110 rue du Temple. Voilà. Et ça, c'était quoi? C'était ça, c'était une cantine. Donc vous alliez manger là-bas? Souvent, hein, pas souvent. Tous les jours. Le reste, on se débrouillait dans l'appartement pour faire cuire les choses comme faisaient mes parents. De quoi vous viviez? Ça, je pense que tes deux intervenantes te diront, parce qu'elles ont fait une étude sur... Mais toi, tu ne savais pas à l'époque? À l'époque, penses-tu, je ne savais pas. C'était le Cojassor, je crois. Le joint surtout, non? Quoi? Le joint. Mais le Cojassor était une dépendance du joint. C'est le joint à l'époque. Oui. Alors, question, vous étiez quoi, une cinquantaine? On était plus que ça, je le dis dans mon livre, enfin dans mon texte sur la rue Guy Patin. Ça dépendait des périodes, parce que les gens venaient, les gens partaient, etc. Donc, on a, le plus grand nombre, je crois, ça a été 110. D'accord. Ça, c'était le plus grand nombre. Et après, les gens venaient, partaient. Et pour toi, ça a été quoi, la rue Guy Patin? Ça a été un lieu de culture. Tu écris dans les temps modernes que ce que tu es devenu, c'est là-bas que ça s'est forgé. Oui. Oui, parce que, bon, je n'étais pas très joueuse. Ni très enjouée, j'étais plutôt une enfant à la fois triste probablement, et en tout cas pas très conviviale. Alors par exemple Aaron, mon frère, ou Leibele, on a trouvé, celle qu'on voit là, était joueur, le fils de Kantor, et Reza Jeklinski avait 6 ou 7 ans à l'époque, donc il jouait dans la cour, parce que la cour était relativement grande. Moi, j'étais accrochée aux adultes, donc je passais parmi les adultes, j'entendais ce qu'ils disaient. Donc, le Hurm est un des mots que j'ai le plus entendu. C'est Yitzhak. Oui, bon, Hurm, c'est le mot qui a été spontanément donné par les victimes du génocide au génocide. C'est-à-dire que les victimes qui ont survécu au génocide n'ont jamais parlé de Shoah, un mot que je trouve malheureux. Et c'est Hurm qu'il faudrait dénominer. Comment vous traduisez ça en français? C'est destruction, c'est ruine, c'est le mot qu'on a traditionnellement depuis des siècles et des siècles employé pour parler de la destruction du premier et du deuxième temple de Jérusalem. Et spontanément, les gens qui ont survécu au camp, au ghetto ou à l'exil ont dès le début parlé de Dritter Hurben, la troisième destruction. Et à mon avis, si on pense que ces gens-là étaient en quelque sorte impliqués dans les événements, c'est leur mot qu'il aurait fallu retenir dans toutes les langues et pas ce choix qui est plutôt artificiel. Jérémy, on peut avoir les photos que tu as vous allez voir des photos des gens qui sont... les photos que j'ai montrées à Rachel pour essayer d'identifier... voilà, ça c'est... on ne va pas s'amuser à regarder qui est qui. Voilà, ça y est, elles sont déjà en train d'essayer de voir qui est qui. Donc, en gros, si vous voulez, ce lieu... Alors, je vous laisse, Constance et Malena, je vous laisse expliquer ce que c'était ce lieu et comment c'est devenu ce que c'est devenu. Allez, Constance, allez-y. Alors, le 9 rue Guy Patin, on a peu de renseignements encore sur l'immédiate après-guerre, les années 45-46. On sait que c'était un centre pour
anciens déportés et pour femmes déportées et rapatriées. Et on sait que ce bâtiment était alors géré par la Fédération des sociétés juives de France, qui rassemblait différentes structures, beaucoup de structures du monde juif immigré, et pour beaucoup originaires d'Europe de l'Est. Et donc la fédération s'occupait de beaucoup de Landsmannschaften, de sociétés d'originaires, de différents centres sociaux, dont le 9 rue Guy Patin. La rue Lamarck était également un centre d'accueil après-guerre pour anciens déportés. Il y avait plusieurs centres, dont le 9 rue Guy Patin. Et il faudrait encore creuser cette période, mais après l'accueil des anciens déportés, on a lu dans des rapports d'activité de la Fédération que le centre a commencé à accueillir des juifs réfugiés en provenance, pour beaucoup, d'Europe de l'Est, qui fuyaient la Pologne, qui avaient réussi à survivre, à retourner en Pologne, ou à avoir survécu en Pologne même, et qui fuyaient l'antisémitisme, qui cherchaient à fuir l'Europe pour beaucoup, et qui sont passés à Paris pour une grande partie temporairement uniquement, et qui avaient besoin d'un lieu de résidence en attendant de pouvoir émigrer en Amérique, en Palestine. Rachel mentionne que c'était plutôt des intellectuels, des artistes. Donc il y avait quand même une espèce de sélection naturelle. Comment ça s'est fait? Alors, 9 rue Guy Patin, on ne sait pas exactement. Des réfugiés ont dû venir. Et on voit dans nos archives qu'effectivement, petit à petit, certains intellectuels et artistes ont commencé à résider dans le bâtiment. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Alors, tu veux prendre le... C'est plutôt que dans les faits, ça s'est arrivé comme ça, et on a trouvé dans les sources qu'à un certain moment, on commence à se référer à ces bâtiments comme le foyer des intellectuels juifs, mais ça n'a pas été annoncé auparavant que c'est consacré à cette population spécifique. Mais dans les faits, ça acquiert cette tonalité. Et aussi, un petit peu plus tard, ou même simultanément, on parle de ces lieux comme la cantine des écrivains. Donc ça nous a fait penser aussi que cette expérience en tant que foyer d'intellectuels est liée au fait qu'il y avait une cantine et que peut-être les écrivains, les artistes qui sont arrivés en transit à Paris ont commencé à fréquenter la cantine et que comme ça, c'est devenu un centre de sociabilité et que peu à peu, des écrivains ont commencé à s'installer dans le foyer. Mais il nous manque, il y a certains trous dans la documentation. Bon, il y a des trous tout au long dans cette histoire. Je voudrais que l'une d'entre vous, ou vous, Yitzhak, parle de l'aspect culturel, parce que Rachel le mentionne, il y avait des concerts, il y avait des conférences, il y avait qui d'entre vous peut nous raconter un peu cette espèce de bouillonnement de la rue Guy Patin? Je peux dire certaines choses, je ne sais pas tout, mais dans les souvenirs des écrivains qui sont passés par là, on trouve le témoignage concordant que c'est Schmelke Kaczerginski qui était l'âme, l'esprit de la maison, et ce poète qui a été aussi combattant parmi les partisans anti-nazis dans les forêts de la Biélorussie, Schmelke Kaczerginski, qui avant la guerre avait été l'animateur du groupe des poètes modernistes Jung Wilne, était naturellement un homme chaleureux, un bon organisateur. Et tout le monde témoigne de son charisme, son attrait. Et il organisait volontiers ces soirées, semaine après semaine, souvent avec des invités, vous les aviez déjà mentionnés, Gladstein, Mange, Leivik, le grand poète Hey Leivik, qui était déjà venu en Europe en 1946, mais à ce moment-là, il a visité les camps de personnes déplacées en Allemagne, et peut-être il est passé par Paris aussi, mais il ne s'est pas trop arrêté. En 1950, il y a été, et chacun qui venait rendre visite à la maison du 9 Guy Patin était invité donc à parler, à donner une conférence, et à faire une interview avec les gens. Bref, c'était une bonne partie de l'animation venait du fait que Paris était à ce moment-là un point de transit ou un point de destination d'écrivains yiddish des États-Unis, du Canada, d'ailleurs, mais surtout
de ces deux origines. Alors, il se produisait, il parlait, il participait, et ça faisait une partie de l'animation. Schmelke Kaczerginski était aussi un grand animateur de soirées de chant. Il était lui-même, il avait une voix très agréable, il était chercheur dans le domaine de la chanson yiddish et particulièrement des chants du ghetto et des camps. Et en 1948, il a fait paraître à New York un gros volume qui s'appelle comme ça, Lieder von Ghettos und Lagen, les chants donc des ghettos et des camps. Et il a fait une recherche importante dans ce domaine. Et il conduisait les soirées consacrées aux chants yiddish, pas seulement les chants des ghettos et des camps, mais pour une partie aussi. Bref, il y avait une grande animation qui était par ailleurs aussi la tâche des écrivains eux-mêmes. Ils prenaient la parole, ils préparaient des conférences, chacun faisait quelque chose. Il y avait parmi les presque écrivains, mais qui était plutôt un homme de théâtre et un sculpteur, il y avait Simche Schwarz. Lui, il était à Paris déjà depuis avant la guerre, mais il a passé un moment aussi dans ce foyer, et en tout cas, il était l'un des visiteurs assidus de la maison, même s'il ne résidait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un souvenir de Simche Schwarz? Non, non. Ah ben, c'était l'une des personnalités les plus intéressantes de la culture yiddish de cette période. Yitzhak, je voudrais poser des questions à Constance ou Malena. Vous disiez qu'on ne sait pas exactement comment les gens se sont installés, mais enfin, le fait est qu'en 47-48, il y a cette espèce de lieu qui devient une espèce de centre de culture yiddish à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont ils vivaient, sur les gens qui y étaient? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Parce qu'évidemment, il y a très peu de documents. Alors, nos sources pour cette étude, ça a été, on a quand même trouvé, et il y en a encore qu'on doit explorer. Donc, vous en saurez plus, encore plus, on espère bientôt. Des correspondances, parce que donc moi, j'ai croisé le 9 rue Guy Patin pendant ma thèse. J'ai travaillé sur le Jewish Labour Committee, qui était une organisation anti-nazie créée à New York en 1934 par des bundistes, et qui est venu en aide aux victimes du nazisme pendant et après la guerre. Et j'ai croisé le 9 rue Guy Patin parce que le Jewish Labour Committee envoyait de l'argent, transférait de l'argent d'écrivains new-yorkais pour ces écrivains, pour les aider. Et j'ai vu le 9 rue Guy Patin et j'ai entendu Rachel Hertel en parler. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à le croiser. Et donc il y a ces correspondances, donc des écrivains racontent leurs besoins, on parle d'argent transféré, de combien, on voit les réseaux de solidarité qui se créent. Il y a également la presse yiddish qui parle des soirées culturelles, qui les annonce, qui décrit ce qui s'est passé. Ça nous a beaucoup aidé pour parler des soirées du mardi, enfin, on les appelle comme ça, mais des soirées qui avaient lieu tous les mardis soirs, soirées culturelles, et de débats aussi sur l'actualité. Et des dossiers du COJAZOR également, avec des écrivains qui ont des dossiers de suivi social, et d'autres archives voilà, à droite à gauche qu'on connaissait Malena et moi. Donc on a quand même pu se baser sur des documents. Qu'est-ce qu'on sait sur enfin, je pose la question à Rachel, de quoi ils vivaient ces gens-là? De l'air du temps? Luftmenschen, comme ils disent en yiddish? En gros, ils recevaient des aides des institutions juives. Moi, personnellement, j'avais regardé la correspondance de la Yitzhak Leibush Peretz Writers Union à New York, qui envoyait tous les mois de l'aide matérielle aux écrivains réfugiés, laquelle était distribuée par justement la filiale parisienne du Jewish Labour Committee, qui avait été aussi le sujet de travail de Constance. Après, il faisait des petits travails freelance et des éditions, mais en gros, il vivait de l'aide communautaire. Beaucoup de l'aide du monde yiddish, de la solidarité, ou du COJAZOR également. Mais justement, la question... Donc, on a trouvé cette période, en gros, yiddish a duré 3 ans, du printemps 47 à l'été 1950. Et la question des départs, de la fin de cette expérience et des départs de France de la plupart, pas tous, donc les parents de Rachel Hertel par exemple sont restés en France, mais d'autres également, mais beaucoup sont partis de France.
Et on s'est posé la question dans notre recherche de est-ce que ces gens sont partis parce qu'ils n'ont pas pu rester dans le bâtiment? Est-ce que la fin de cette expérience, de l'espoir de faire revivre à Paris la vie culturelle yiddish essentiellement polonaise, est-ce que cet échec a précipité les départs? Et alors, quelle est votre réponse? Alors, on est encore en train de faire des hypothèses, mais une hypothèse aussi, c'est qu'il manquait d'argent, de moyens pour vivre en France, et que notamment un groupe est parti vivre à Buenos Aires et a réussi à trouver du travail. La précarité matérielle, c'est l'élément principal qui apparaît toujours dans la correspondance des écrivains avec leurs collègues, surtout aux États-Unis, qui était la destination préférée par la majorité de... Alors, sur la question de pourquoi ils ne sont pas restés, on a des éléments, nous. Marie va vous en dire plus. C'est bon? Ouais. Du coup, oui, effectivement, il y a quelques éléments. De fait, très vite, le toit familial, en tout cas les dames du toit familial, quand elles sont après la guerre, elles ont voulu reprendre possession du bâtiment, et donc très vite, elles font le constat qu'en fait, le bâtiment, il est d'abord occupé par la Fédération des sociétés juives de France, et qu'une fois le départ de la Fédération acté, il reste occupé par, justement, je cite... attendez, excusez-moi, je n'ai pas la bonne page, évidemment. Pardon. Attendez, ça ne va pas du tout. C'est ça le problème. C'est pas grave. Oui. Bon, donc, peu importe. Donc, je vais continuer sans ça. Voilà, exactement. Depuis la libération et le retour à la vie, nous voulons redonner une activité à notre œuvre. Il faut d'abord rentrer en possession de l'immeuble de la rue Guy Patin, où l'UGIF s'est implanté et installé des bureaux. Nous avons les plus grandes difficultés à récupérer notre maison. Alors, plusieurs hypothèses sont tentées. Enfin, une première, une tentative d'association avec l'OSE qui assurera, je cite, la remise en état de notre maison et installer un nouveau foyer de jeunes filles. Mais du coup, ça n'a pas marché. Après le départ de la fédération, les dames du toit familial constatent qu'il est bien difficile de les renvoyer sans autre lieu d'hébergement à leur proposer. Donc très vite, elles se sont retrouvées face à une situation de blocage et elles se sont tournées vers le comité de bienfaisance israélite de Paris. Donc en plus, là aussi, nouvelle passerelle entre les deux structures par la famille Rothschild, puisque c'était Alain de Rothschild qui était président du comité de bienfaisance et que c'est une madame de Rothschild qui était à nouveau à la tête... au toit familial, qui a pris attache au D47 avec le comité de bienfaisance. Le toit familial comme association de jeunes filles a été dissous en 1949, et je vous passe les détails administratifs de transfert du bâtiment au comité de bienfaisance israélite de Paris, qui avait pour tâche, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, à condition effectivement qu'ils gèrent l'évacuation de la rue Guy Patin. Donc là, je vais vous donner quelques éléments sur la manière dont ça s'est passé, si je retrouve. Marie, avant qu'on avance, je voudrais faire lire par Anne-Fanny. On a retrouvé une lettre dans les archives du CASIP, une lettre adressée par le comité des écrivains pour demander à rester dans les lieux. Voilà. Cette lettre, elle est là, donc adressée à Alain de Rothschild, le président du comité de bienfaisance. Anne-Fanny, lisant quelques extraits, vas-y. Par l'activité des organisations citées, l'adresse de l'immeuble est connue dans toutes les communautés juives du monde. Elle est devenue les synonymes de l'activité culturelle juive ressuscitée après la guerre. Les soirées de discussion libre organisées par le Centre pour la culture auprès de l'Association des Juifs polonais, qui ont eu lieu chaque mardi, attirent un grand et fidèle public juif. Il y retrouve l'atmosphère familière qui lui est chère. La salle de lecture, qui porte le nom symbolique de Tlomaki 13, club littéraire juif de Varsovie qui fut le lieu de rencontre de la plupart des célébrités juives du domaine de la littérature, présente au public juif de Paris la collection complète de tous les journaux juifs du monde, ainsi que les principales éditions de la presse mondiale non juive. La cantine des écrivains juifs réfugiés est d'un appui considérable à ceux d'entre eux qui habitent la maison, ainsi qu'à un grand nombre d'autres intellectuels juifs qui n'ont pas pu y trouver de place. Elle est d'autre part connue de tous les milieux littéraires et sociaux juifs dans le monde, et leurs représentants de passage à Paris ne manquent pas de la fréquenter. La cantine a entre autres reçu la visite des éminents poètes et écrivains juifs Itzik Manger, Jacob Kleinstein, Auerbach, Schoschkesch, etc.,
qui lui ont promis leur appui. Bon, enfin, en gros, pour dire les choses dans nos termes à nous, c'est une communauté qui squattait les lieux. Et pendant 3 ans, 4 ans, ça a été un bras de fer pour les faire partir. La lettre est restée vaine. Ils n'ont pas réussi à convaincre le comité de bienfaisance et ils sont finalement partis. Marie. Alors, non, oui, Constance. Si quelque chose. Bien sûr. Allez-y, allez-y. Oui, oui. Micro. Oui, c'était pour expliquer qu'un groupe d'écrivains dans lequel était très actif effectivement Shmerke Kaczerginski voulait, en fait, le Joint et le Kojazor essayer de reloger ces gens à partir de l'été 49. Mais de les reloger de façon individuelle. Individuelle. Et justement, un groupe d'écrivains ne voulait pas, s'opposait à ces changements parce qu'ils réclamaient un autre foyer pour pouvoir poursuivre leur expérience de vie collective, de non seulement vivre ensemble, mais créer aussi qu'il y ait une cantine, une bibliothèque et des logements. Et il y avait une incompréhension entre leurs besoins existentiels, leur reconstruction ensemble, et le John, le Kojazor très pragmatique, qui disait on va vous reloger là, etc. Donc il y a eu cette aspiration. Et ça n'a pas pu avoir lieu. Et pour ce groupe d'écrivains qui ne représentait pas la totalité des habitants, et il y avait également des écrivains et intellectuels qui n'habitaient pas Neufrugi-Patin, mais qui venaient. Ils travaillaient. Ils travaillaient, puisqu'il y a eu, comme la lettre derrière le monde, il y avait des bureaux de différentes organisations culturelles qui étaient dans le bâtiment. Et donc il y avait cette aspiration, et ça le Joint avait du mal à comprendre, ce besoin de se reconstruire dans un lieu. Question ouverte à tous. Si un lieu de vie yiddish collective, à cette époque où les yiddishistes arrivaient directement des pays où ils étaient de langue yiddish, c'était vraiment leur langue maternelle. Si un lieu comme ça avait subsisté, est-ce que la vie culturelle juive à Paris, enfin en France, aurait été différente ? Enfin, il faut préciser aussi qu'il y avait d'autres lieux. Il n'y avait pas du tout que le Neufrugi-Patin. Rachel Hertel parle de l'Arbeitering 110 rue du Temple, qui était la société de secours mutuel du Bund, avec la bibliothèque Medem. Il y avait d'autres lieux. Mais c'était le seul lieu où les gens vivaient et travaillaient ensemble. Ça, c'était assez unique, que les gens vivaient et développaient toute cette effervescence. Et c'était un lieu pour les réfugiés qui venaient de l'Est. Et alors que l'Arbeitering ou les autres organisations avaient été créées avant-guerre. Là, c'était vraiment cette vague migratoire-là qui était dans ce lieu. Même si des gens des vagues précédentes venaient écouter les soirées avec plaisir. Donc, on peut pas... on peut pas répondre à votre question, mais est-ce que le fait que le CBIP ait voulu récupérer le bâtiment a précipité les départs ? De toute façon, les gens avaient du mal à vivre en France, effectivement. C'est difficile de répondre. Oui, bien sûr, on ne peut pas savoir ce qui serait arrivé si ces gens-là avaient pu rester en France, mais que ce soit rue Guy-Patin ou si on les avait relogés ailleurs, mais qu'ils auraient trouvé le moyen de continuer leurs tâches communes, je pense que c'est assez probable que la vie yiddish en France aurait pris un autre aspect. Il ne faut pas oublier le Arbeitering du point de vue des créations artistiques, des créations littéraires, ne faisait pas le poids. C'était une caisse de résonance importante, un public tout à fait dévoué, important, mais ce n'était pas un lieu de création. Le seul autre lieu de création, plus ou moins, c'était chez les communistes. Là, il y avait des écrivains, parmi eux, par exemple, Chaim Slovis, qui était là depuis avant la guerre, qui n'a jamais vécu rue Guy-Patin. Et d'ailleurs, rue Guy-Patin n'avait rien à voir avec les communistes, tout le contraire. Bon, mais Chaim Slovis, qui était le seul écrivain yiddish qui a renouvelé le répertoire du théâtre yiddish en France après la guerre, après le génocide, et avec des pièces formidables, et modernes, intelligentes. Et bref, c'est un exemple. Et il y avait de leur côté, à l'époque, Schulstein, le meilleur des poètes yiddish en France. En 1956, il a quitté le côté communiste et il est passé, disons, au mainstream communautaire. Mais il était chez les communistes dans les années dont nous parlons. Avant de revenir, de poser une question à Constance et Malena, dans les échanges entre le comité de bienfaisance et ce groupe de squatteurs intello,
Qu'est-ce qui vous a frappé, Marie? En fait, d'abord, il est clair que les personnes, pour moi, il est clair qu'ils ont été évacués à l'initiative du comité de bienfaisance israélite de Paris. Donc effectivement, dès 1947, en réalité, on a des traces de démarches. Donc avant même que le bâtiment soit transféré au comité de bienfaisance, on a des traces des démarches organisées par le comité de bienfaisance. Par exemple, donc je suis chargée par le conseil du toit familial qui m'a délégué à cet effet les pleins pouvoirs pour reprendre avec vos groupements les pourparlers engagés depuis de longs mois. Donc on retrouve la même chose quelques années plus tard, en janvier 50. Donc, comme d'habitude, le comité de bienfaisance crée une commission pour gérer le problème. Et donc une commission a été formée pour étudier ce problème. Les négociations ont été entreprises avec la Fédération des sociétés juives dans un esprit d'entente et de compréhension réciproque. Donc au départ, on voit bien la tentative de s'adresser à un acteur institutionnel. Donc ça, c'est la première approche. Et donc pas de s'adresser aux différentes sociétés qui ont leur bureau à Guy Patin, mais plutôt la Fédération des sociétés juives qui était présente précédemment, et en se disant que ça pouvait être un petit peu le point d'entrée, les représentants. Du coup, c'est pas ce qui s'est passé. Et en fait, là aussi, dans les archives de la Fondation Kazib Kojazor, on a des traces de la correspondance entre juillet 49 et juillet 50, entre les occupants et le comité de bienfaisance, pardon. Et donc, ce qui est intéressant dans cette correspondance, c'est qu'on voit bien les décalages dans l'argumentaire des différents partis. Du point de vue du comité de bienfaisance, l'argument numéro 1, c'est de dire vous occupez les lieux de fait et sans titre, vous êtes dans l'illégalité totale. Donc ils vont tenter au départ d'agir sur ce biais-là en écrivant à la fédération en disant est-ce que vous avez une assurance habitation? Et donc du coup la fédération répond en disant oui bien sûr, voilà l'assurance habitation, etc. Et en revanche, jamais le comité va mettre en cause évidemment la légitimité des occupants du site. Et alors même qu'on l'a vu dans la lettre qui a été lue tout à l'heure, c'était l'argument massu qui était mis en avant par les occupants en disant mais nous on est en foyer culturel, il y a une vitalité énorme dans ce lieu et c'est à ce titre-là qu'on a besoin de rester ici. Et de son côté, le comité de bienfaisance va mettre en avant d'autres arguments, légitimité contre légitimité, en disant oui d'accord, mais nous on veut mettre un asile, une maison de retraite, donc on a besoin des lieux parce qu'on veut lui donner une nouvelle vocation sociale. Donc finalement, changement de stratégie dans l'année 1950, où finalement le comité de bienfaisance va se dire je vais arrêter de m'adresser aux institutions et du coup je vais rentrer dans une logique d'accompagnement des particuliers. Et donc là pour le coup, c'est le Kojazor qui va effectivement prendre le dessus, qui va être mobilisé sur ce sujet. Et donc là aussi on a des sources où il y a la liste des occupants, les noms des occupants. Et dans une logique de suivi individuel de chacun des relogements. Donc là aussi, le Kojazor est très actif et en même temps, il préfère rester en retrait. Alors peut-être qu'ils se sentent mal à l'aise avec la manière dont ça se passe, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont mobilisés. Le comité de bienfaisance va mobiliser aussi sa caisse de prêt pour chacun des occupants. Et après, j'avais effectivement les mêmes éléments de la démarche, en parallèle, les occupants avaient tenté leur propre démarche auprès du Joint, donc là aussi, on a les mêmes sources, je pense. Et du coup, finalement, dans ce suivi individuel, donc il y a le côté, on va accompagner chacun des habitants pour le reloger, en tout cas ceux qui souhaitent être relogés à Paris et qui partent pas de leur propre initiative. Et donc, par ailleurs, le comité de bienfaisance va nommer un administrateur qui va aller sur place et qui va aller voir chacun des résidents. Et donc, on a des traces de conflits entre les occupants et le comité de bienfaisance pour récupérer les clés où en fait donc on a des exemples de courriers en fait ils demandent à récupérer les clés une à une alors que les occupants disent non on vous rendra les clés que quand tout le monde sera parti, et de la même manière les occupants disent vous nous avez envoyé des lettres mais elles ne sont jamais arrivées à leur destinataire. Donc voilà alors à tel point que la situation se crispe, à tel point qu'en mars 50 on a une lettre où le comité de bienfaisance commence à émettre des menaces. Parce qu'elle nous indique « Nous espérons que vous ne nous mettrez pas dans l'obligation de recourir à des mesures énergiques pour sortir d'une situation qui ne peut se perpétuer. » Finalement, les choses finissent par se produire. Là, on voit dans les PV du conseil d'administration du comité de bienfaisance. En mars 50, il y a encore 30 chambres qui sont occupées, mais en novembre 50, il ne reste que 3 familles. Et donc, en fait, on lit que l'année suivante, en mai 51, l'immeuble est à présent totalement libéré de ses occupants. Et Malena, Constance, une des solutions, c'est effectivement qu'il y a un groupe de ces résidents qui sont partis à Buenos Aires.
Oui, on a l'impression presque que c'est comme un hasard, ce foyer des intellectuels juifs qui s'est créé à ce moment-là, pour cette courte période, comme un peu de manière transversale à la volonté des institutions qui les entouraient. Effectivement, et ça fait lien avec la question de qu'est-ce qui se serait passé à Paris si les écrivains étaient restés. Je crois qu'il faut replacer aussi cette histoire sur le contexte justement du génocide et le fait que dans ce contexte-là, ces écrivains, ces artistes sont comme les derniers, ils sont des ressources humaines dans le domaine yiddish qui sont rares, qui commencent à devenir rares parce qu'ils ne vont pas se reproduire après parce qu'il n'y a plus de centres culturels comme Varsovie ou comme Vilna, qu'avant la guerre donnait origine à tout un réseau, un monde d'intellectuels qui aussi amenait cette culture dans les centres de la diaspora juive. Donc, comme moi je m'étais intéressée avant par l'arrivée d'un groupe d'écrivains et d'artistes de Paris à Buenos Aires, et là, on voit que les activistes juifs de Buenos Aires ont eu la lucidité ou la conscience que ces gens-là étaient rares, étaient les derniers et qu'ils étaient des forces créatives, il fallait profiter de leur présence et d'essayer de les amener en Argentine, même si l'Argentine n'était pas la destination préférée par eux. Donc, d'une certaine manière, le fait que les choses n'ont pas marché à Paris a joué en faveur du fait qu'un groupe important de ces gens-là puisse se déplacer vers Buenos Aires parce que là-bas, il y avait plus d'abord des gens qui sont organisés pour les aider, pour obtenir un visa pour eux, pour le groupe. Et après aussi pour les loger pendant 2 mois jusqu'à ce qu'ils trouveraient un emploi. Alors trouver un emploi, c'était plus facile là-bas parce qu'il y avait des réseaux scolaires, parce qu'il y avait un réseau institutionnel important. Et donc, assez vite, on trouve dans les journaux que ces écrivains, que ces artistes sont actifs. Donc, il y a aussi une transformation d'un point de vue de la subjectivité où ces gens qui sont là, qui arrivent à peine à survivre en France, sont regardés comme les forces créatives fraîches qui arrivent, les jeunes qui arrivent, pour renouveler, pour apporter un air de renouvellement au monde juif d'Argentine. Constance, Yitzhak, quelque chose à rajouter? Et moi, je voudrais ajouter que parmi les écrivains qui ont passé peu de temps, comme vos parents d'ailleurs, peu de temps, 47-48, à Guy Patin, et il est parti avec la délégation des écrivains yiddish de France au premier congrès de la culture juive à New York en novembre 1948, une délégation nourrie d'une dizaine de personnes, et dont plusieurs étaient de la rue Guy Patin, et plusieurs ont décidé de rester en Amérique à ce moment-là. Alors parmi eux, il y avait Joseph Rubinstein, qui est donc resté en Amérique à partir de la fin 1948, mais qui a publié en 1952 le seul poème important consacré au neuf Guy Patin en yiddish, et qu'il a dédicacé à Liebe de Kaczerginski, la fille du poète et de sa femme, qu'il a connue lorsqu'il avait quelques mois seulement avant son départ. Et la veuve de Kaczerginski, Mary, m'avait dit, j'ai travaillé avec elle à Buenos Aires pendant une bonne décennie, elle m'a dit que ces poèmes existaient, mais je ne l'avais jamais retrouvé. Je l'ai retrouvé la semaine dernière. Et vous allez pouvoir le partager alors? Je vais partager le début et la fin si vous êtes d'accord, parce qu'il est assez long, mais la Maison de la Culture Yiddish a un site, dans son site internet, il a une partie qui s'appelle Passage. Alors, en honneur de ce colloque, depuis hier soir, le poème de Joseph Rubinstein consacré au neuf Guy Patin est accessible en yiddish, pas en traduction, sur ces sites. Donc, on compte sur vous pour faire la traduction collectivement. Des questions dans la salle? Alors, si vous je vais le lire tout de même. Pardon, excusez-moi. Tout à l'heure.
Oui, oui. Allez-y, allez-y. Oui, bon, je lis que le début et la fin, et pour ceux qui ne comprennent pas le yiddish, je dis, il évoque les murs gris de Guy Patin, un lieu peu accueillant, mais il dit ces murs ont été éclairés par la lumière que nous avons apportée, la lumière avec laquelle nous avons traversé tant de pays et de villes dans notre pèlerinage. C'est une sorte d'évocation donc de la colonne de lumière qui conduisait les Israélites dans le désert, n'est-ce pas? Et pour la fin, il dit et maintenant, c'est donc l'enfant qui est né, c'est cette livre de Kaczerginski, l'enfant qui est né, qui éclaire maintenant les murs, n'est-ce pas? Donc ce n'est plus la lumière que nous avons apportée, c'est un avenir que nous essayons d'engendrer. Alors, ça se dit comme ça. Dossi gewen auf nein Rigi Paten, a groje Häus, 4 gorendig zezimmert, a flatterdicker, bleicher Schimmer und modne Dotze hält die abgekratzte Wand. A Schein ist das gewesen, was hat durch Städt und Länder uns jonteftig begleit, in Vogeltag geheim. Uns ist das fremde Haus geworden uns a Heim. Après, il y a un long développement et finalement la fin. Unotazoi auf nein Rigi Paten ist mit der Zeit a Kind schon euch gewesen, a Mädele, was schmächlendig hat aufgehellt die Wand. Sie hat geheißen Liebele und keine noch nicht gekannt. Wir haben alle abgewahrt, ihr ersten Kindertraut, ihr ersten Spreis, mit Neugier und mit Schreck. Bis sie ist weg über Jammen, zusammen mit der Taten, zusammen mit der Mammen, und wir sind weg, zerfahren sich, zerfliegen, mit Ummet in die Herzen, mit Treuer in die Augen, a jeder Basunder mit seinem geudeldicken Weg, zerfliegen sich, zerschwummen, wo die Welt hat nur ein Eck. Voilà.